Bonsoir et bienvenue à ce webinaire sur l'entorse du poignet. Merci d'être tous là avec nous pour parler de ce vaste sujet. Ce webinaire s'inscrit dans une série de 3 webinaires qui ont été spécialement conçus pour s'adresser aux médecins généralistes, aux urgentistes, aux médecins du sport, médecins rééducateurs, rhumatologues, kinésithérapeutes, afin de faire un peu le point sur l'entorse du poignet. Qui est une notion un petit peu vague et fourre-tout dans laquelle on met tous les traumatismes du poignet sans vraiment savoir de quoi on parle. Et l'idée était de faire le point sur l'entorse du poignet, savoir faire le diagnostic, savoir faire le bilan de l'entorse du poignet. Et le traiter et éventuellement quand l'adresser à un chirurgien si besoin. Les experts qui vont nous parler de ce sujet sont Julien Serran qui va nous exposer l'examen clinique, puis Chiab Taleb va nous parler du bilan paraclinique, Lorenzo Merlini va nous exposer le traitement sur les entorses du poignet et Didier Gallois va nous parler de l'immobilisation et de la rééducation et ensuite nous répondrons à toutes vos questions. Vous avez sur la droite de votre écran un chat dans lequel vous pouvez tous nous adresser vos questions au fil du temps quand elles vous viennent. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat et puis bien sûr à la fin de la présentation nous aurons encore beaucoup de temps pour pouvoir discuter avec vous. Des sondages seront également proposés pendant les exposés et vous pourrez pendant les cas cliniques à la fin si éventuellement et on vous invitera à y répondre. Julien, on te laisse la parole pour nous parler de l'examen clinique du poignet et de l'entorse. Bonsoir à tous, merci Mathilde pour cette introduction. Pourquoi l'entorse du poignet? Alors déjà parce que c'est un traumatisme extrêmement fréquent, 25% des consultations de traumatologie en SAU, et ça représente 28% des blessures du sportif. Donc tout l'enjeu de ce traumatisme fréquent, c'est de ne pas négliger des lésions graves et de passer à côté, mais aussi de ne pas surtraiter certaines choses qui peuvent être, certains traumatismes qui peuvent être bénins. Donc la base de tout, comme d'habitude, c'est l'anatomie osseuse d'abord, le radius et le cubitus qui s'articulent avec la première rangée des os du carpe, scaphoïde, lunatome, triquetrum et pisiforme, et la deuxième rangée, amatum, capitatum, trapézoïde et trapèze. L'anatomie du poignet est organisée classiquement en côté radial et côté ulnaire. Les articulations, donc l'articulation radio-ulnaire distale entre le radius et l'ulna, l'articulation radiocarpienne entre le radius et la première rangée des os du carpe, et l'articulation médiocarpienne entre les deux rangées du carpe. Toutes ces structures osseuses sont unies entre elles par des ligaments, et ces ligaments se retrouvent en différentes couches. Les ligaments intraosseux profonds, entre notamment par exemple le scapholinaire, le ligament scapholinaire entre le lunatome et le scaphoïde, et ensuite la couche plus superficielle entre les ligaments intracarpiens et radiocarpiens. Cette organisation se retrouve bien sûr entre la face dorsale et la face palmaire. Si on s'intéresse maintenant plus précisément à des ligaments, comme le ligament scapholinaire, donc son anatomie est bien connue aujourd'hui. Il est composé de 3 faisceaux, le faisceau dorsal et le faisceau palmaire, qui remplissent le rôle mécanique le plus important, et le faisceau intermédiaire qui, lui, a plus un rôle dans la proprioception et la vascularisation du complexe ligamentaire. On a ensuite le ligament triangulaire, ou TFCC, qui est en fait un fibrocartilage qui relie l'ulna et le radius à la première rangée des os du carpe et qui a un rôle important dans la transmission des forces entre le carpe et le poignet. L'examen clinique est classique, toujours bilatéral et comparatif. On commencera par l'interrogatoire. On cherchera à caractériser d'abord le patient, son côté dominant, ses antécédents, est-ce qu'il est sportif, quel métier il réalise et bien sûr s'il fume. On caractérisera ensuite le traumatisme, à quel délai est-on, de quel traitement a déjà bénéficié le patient et surtout quel mécanisme, même si le patient en a souvent peu ou mal connaissance. On cherchera ensuite à examiner les mobilités de façon bilatérale et comparative avec un goniomètre, la flexion-l'extension, l'inclinaison ulnaire et l'inclinaison radiale, et la pronosupination à la fin. On regardera ensuite le poignet à proprement parler. Y a-t-il une déformation, une désaxation, par exemple un dos de fourchette qui pourrait signer une fracture, ou est-ce qu'il y a un gonflement localisé ou diffus? Un moment important à ce stade de l'examen, c'est de demander au patient de localiser sa douleur.
comme on l'avait dit, plutôt sur le versant lunaire ou sur le versant radial, plutôt proximal ou plutôt distal. On palpera ensuite le poignet de notre patient. Le tubercule de Lister est un repère important qui va nous permettre de palper en distal le ligament scapholinaire par exemple. On pourra sentir le pôle distal du scaphoïde en palmaire et d'autres repères articulaires comme l'articulation radioulnaire distale. Au niveau de la palpation, la tabatière anatomique est aussi une zone importante qu'on pourra repérer grâce à l'extenseur pollicis longus en dorsal et l'extenseur pollicis brevis et l'abducteur pollicis longus en palmaire. On pourra aussi palper le fléchisseur radial du carpe et le fléchisseur ulnaire du carpe, en palmaire aussi. Donc les différents tests cliniques en fonction des atteintes ligamentaires. Pour le scapholinaire, on a classiquement un traumatisme en hyperextension, une douleur que le patient va nous localiser sur la partie radiale, centrale du poignet, et qu'on pourra réveiller à la palpation du ligament scapholinaire qui se situe 1 cm sous le tubercule de Lister. On a ensuite le classique test de Watson, qui se réalise en palpant le pôle distal du scaphoïde entre son pouce, en coinçant la face dorsale avec son index et en passant de l'inclinaison ulnaire à l'inclinaison radiale. C'est un test qui est difficile à réaliser. On peut provoquer donc une douleur ou un ressaut. Pour les atteintes lunotriquétrales qui sont moins fréquentes, le mécanisme incriminé est généralement un mécanisme d'hyperpronation. On a une douleur à l'interligne lunotriquétrale. Et de temps en temps, on peut retrouver un ressaut au passage de l'inclinaison ulnaire à l'inclinaison radiale. On a 2 tests cliniques qu'on utilise régulièrement. Le test de ballottement de Regan, où l'examinateur saisit entre ses 2 pouces le nunatum et dans l'autre le complexe triquétro-piciforme. Et on cherche un tiroir antéro-postérieur. On peut retrouver une douleur et dans certains cas avancés, une instabilité. On a aussi le test de Kleinman qui correspond à peu près à la même chose, sauf qu'on va réaliser un mouvement d'inclinaison ulnaire à inclinaison radiale. On recherchera toujours une douleur ou une instabilité. Finalement, le TFCC qui peut être atteint lors d'une chute en pronation-inclinaison ulnaire, classiquement, on retrouve une douleur sur le bord ulnaire du poignet, exacerbée à la pronosupination. Le test de l'AFOVEA qui consiste à retrouver un point douloureux à la palpation entre le fléchisseur ulnaire du carpe et l'extenseur ulnaire du carpe en palpant la tête de l'ulna. On peut aussi réaliser le press test ou le test de la chaise inversée. On va demander au patient de se lever en prenant appui sur les 2 bords de la chaise et il reproduira sa douleur. Un rappel important, toute atteinte du TFCC doit faire rechercher une instabilité de l'articulation radioulnaire distale qui peut être démasquée en mobilisant cette dernière. Le dernier temps de l'examen clinique, c'est la mesure de la force avec un dynamomètre de Jamar, en commençant par le côté sain, 2 mesures classiquement pour faire une moyenne. Dans les téco-messages, on garde donc en tête que c'est une pathologie importante. L'examen clinique reste indispensable, mais est souvent insuffisant pour avoir une idée précise du diagnostic, et c'est là que la radiographie prend toute son importance. Merci Julien pour ta présentation qui est assez claire, manifestement. On n'a pas de questions qui sont apparues au cours de ton exposé. Donc, apparemment, tout le monde a tout compris sur l'examen clinique du poignet. Dr Chihab Taleb va nous présenter le bilan d'imagerie paraclinique. Merci Mathilde. Alors, c'est la suite un peu logique de ce que Julien présentait, c'est qu'une fois qu'on a une suspicion clinique, il faut aller investiguer les choses pour s'assurer qu'on est dans le bon, c'est-à-dire qu'on est en face d'une entorse du poignet, une entorse ligamentaire, ou alors qu'on a autre chose. Donc l'objectif, il n'y en a pas qu'un, ils sont multiples. À gauche, l'objectif de l'examen, c'est qu'il faut qu'on connaisse la lésion, il faut qu'on essaie de savoir si elle est grave ou pas, les fameuses entorses dites bénignes ou graves, et son ancienneté. Donc ça fait un cahier des charges déjà qui est assez important. Et à côté, on a un seul objectif qui est un cahier des charges beaucoup plus, on va dire, petit, mais qui est tout aussi ambitieux, c'est de choisir le bon examen. Alors parmi quels examens? Le premier que tout le monde connaît, d'abord, c'est qu'il n'y en a aucun qui est parfait. Ça, c'est un adage que tout le monde peut deviner. Aucun examen n'est parfait. J'ai presque envie de dire qu'il y a un examen bon par praticien. C'est-à-dire qu'aucun clinicien n'est parfait. Et puis, par habitude et par pratique clinique, on arrive à se dire je préfère plutôt cet examen pour ce type de lésion. Bien évidemment, certains font consensus, mais il ne faut pas perdre de vue que c'est un ensemble d'éléments qui vous donne un diagnostic. Donc, cet ensemble d'éléments peut être une clinique plus ou moins fine, des examens paracliniques pour lesquels on a plus d'habitude ou des correspondants plus fiables.
Donc, le premier examen, c'est la radiographie standard. On fait très simple dans cette présentation. Donc, c'est un principe de rayonnement par des rayons X. C'est ce qui est le plus ancien dans les examens paracliniques qu'on a, Röntgen, fin du 19e siècle, avec la fameuse bague qui apparaît sur la radio. Il y a quelque chose qui est très avantageux, c'est l'accès facilité encore plus de nos jours à ce type d'examen. Vous pouvez même faire de la fluoroscopie. Maintenant, il y a des fluoroscopes extra légers qui se mettent sur des tables d'examen clinique. Donc, on a vraiment un accès très facile et proche. Le gros inconvénient, c'est qu'on tire plein de flèches et qu'on n'a pas forcément la cible en face de soi. Je m'explique là-dessus. C'est que vous allez avoir un examen qui va vous donner les éléments osseux, qui va vous informer sur beaucoup de choses, mais vous allez avoir deux écueils. Le premier, c'est que l'information ligamentaire n'apparaîtra pas, en tout cas pas directement. Vous allez avoir un élément aigu qui peut apparaître comme ancien. Par exemple, vous avez un diastasis scapho-lunaire et pourtant, on ne saura pas dire s'il est ancien ou récent. Vous allez avoir une radio du poignet complètement normale et pourtant, on peut avoir une instabilité dynamique qui est symptomatique chez le patient. Donc, il faut vous dire que l'examen radiographique, à mon sens, surtout dans les lésions d'entorse du poignet aigu ou subaigu, est un diagnostic d'élimination pour autre chose. Ça, c'est assez important à garder en tête. Un exemple lésionnel, c'est voilà, une personne qui chute, qui a ce diastasis énorme, ne jamais conclure à une entorse aiguë. En général, c'est quelque chose d'ancien, c'est un incidentalome, on le découvre et s'intéresser peut-être à d'autres lésions qui ont pu exprimer la douleur du patient et qui ne seraient même peut-être pas radiographiques. On a une possibilité de faire des examens dynamiques par la radiographie. Encore une fois, il y a l'écueil de savoir ce qu'on va rechercher et déceler. Et un examen dynamique radiographique, par les fameuses inclinaisons radiales et ulnaires, ne va peut-être jamais démasquer une entorse scapho-lunaire qu'on aurait peut-être vue autrement. Donc, l'examen qui vient naturellement après, dans le rayonnement X, c'est l'arthroscanner. Pourquoi? Il est plus sensible, puisqu'il va apporter, par le nombre de barrettes de détecteurs qu'on a en face du rayonnement X, une image plus fine de l'os. Et en parallèle, on va y associer une injection de produits radio-opaques. Alors, petite parenthèse pour bien savoir ça, Julien vous a expliqué dans l'anatomie qu'il y avait 3 compartiments dans le poignet. Il y a un médiocarpien, radiocarpien et radio-ulnaire distal. S'il n'y a aucune fuite entre les 3, il faut injecter les 3. Donc, par conséquent, un arthroscanner, jusqu'à preuve du contraire, est normal lorsqu'on pratique. Donc, il faudra 3 injections. Ça, c'est un conseil que je vous donne lorsque vous allez voir les comptes rendus. Lisez d'abord la façon dont a été fait l'arthroscanner. Si vous avez une seule injection et que la radio-ulnaire distale est oubliée, peut-être que vous passerez à côté d'une lésion du TFCC. Donc, déjà, ça, c'est important. Dans les avantages de l'arthroscanner, ça va conjuguer 2 choses. Ça va vous apporter des informations sur l'os, ce qui est important, qui va peut-être compléter l'examen radiographique initial. Et puis, ça va vous donner des images en négatif des lésions ligamentaires. Par le biais du liquide radio-opaque, on va voir en radiotransparence les différents ligaments. Et là, vous pouvez apercevoir donc sur un arthroscanner personnel d'une fracture où on a enlevé une plaque, donc les trous de vis sur le radius. J'ai gardé ça parce que je trouvais intéressant de voir aussi le petit défect du cartilage. On a aussi une étude cartilagineuse qu'on peut avoir et l'aspect du ligament scapho-lunaire que vous pouvez deviner, cette petite bande noire qui se présente comme un pont entre le scaphoïde et le semi-lunaire, et le ligament triangulaire. L'inconvénient majeur, en plus d'avoir nécessité un examen invasif, c'est-à-dire une injection, c'est que c'est un arrêt sur image. On peut deviner qu'on a une lésion, mais on ne peut absolument pas deviner si elle est symptomatique, si elle est ancienne, si elle est récente. C'est l'inconvénient majeur de l'arthroscanner à mon sens. Un exemple, à gauche, une lésion du ligament scapho-lunaire, la question est-elle symptomatique? Est-elle ancienne? Est-elle récente? À droite, et Lorenzo vous en parlera un peu plus, et je pense que c'est un élément très intéressant parce que ça va nous donner 2 informations. La première, c'est que on peut avoir des signes indirects d'instabilité prédynamique à l'arthroscanner qui est un examen statique. Vous avez sur l'image centrale ce qu'on appelle le DCSS, en tout cas le ligament intercarpien dorsal avec ce récessus synovial qui vient se projeter avec la flèche rouge qui est normale. Et vous voyez que sa hauteur de réflexion au niveau du capitatum est très haute. Et puis à droite, vous avez une lésion symptomatique de ce DCSS. Vous voyez que la projection du liquide arrive à la moitié, si ce n'est plus bas que le capitatum. C'est un peu l'exemple des lésions de Bankart qu'on voit à l'épaule. Donc l'arthroscanner, si on l'étudie bien, peut quand même nous donner des informations sur des lésions prédynamiques qu'on ne verrait ni à l'examen radiographique, ni à d'autres examens statiques. 3e examen, la résonance magnétique. Là, le principe, c'est l'aimant. On va mettre le patient dans un champ
d'aimantation stable, et puis on va perturber par des impulsions magnétiques les molécules d'eau qui ont ce qu'on appelle un spin. En fait, elles tournent sur elles-mêmes, et c'est cette perturbation avec le retour à l'équilibre qui va envoyer un signal, et c'est ce signal qu'on va étudier. Donc vous imaginez bien qu'une zone inflammatoire qui a beaucoup d'eau va flasher. L'avantage, c'est qu'on va avoir une information biologique indirecte qui est: est-ce que j'ai une lésion sur l'os, mais est-elle ancienne, est-elle récente? Plus vous allez avoir de l'inflammation osseuse, plus vous pourrez dire que l'élément est récent par rapport à la symptomatologie que le patient présente. L'inconvénient majeur, mais qui est de plus en plus obsolète à mon sens, c'est l'accès à ce type d'examen. Effectivement, on a encore connu des IRM où on attendait 3-4 mois pratiquement à la guérison de la lésion. Actuellement, on est vachement plus accessible au niveau de ces examens-là. Et dernière chose à préciser, on pourrait apporter l'inconvénient qu'il n'y a pas d'image directe du ligament, ce qui est faux puisqu'on peut y associer une injection et ce qu'on appelle une arthro-IRM avec du gadolinium. Donc on arrive un peu à l'équivalent de l'arthroscanner, à la différence où vous avez un élément supplémentaire qui est l'aspect biologique du poignet. Donc un exemple lésionnel, vous voyez que les images, en fonction de la qualité de l'aimant, donc on arrive à des IRM qui sont quasiment dans certains cas à 7 Tesla, ce qui est énorme. Alors je vous rassure, tout le monde n'a pas ça, hein. On est en général entre 3 Tesla voire 4, et on voit des images véritablement anatomiques. Certains médecins peuvent se contenter d'images sans injection. On commence un peu à bien les étudier et à avoir une certaine habitude. L'œil commence à s'habituer à ce type d'examen. Le dernier élément qu'il faut étudier, et je pense qu'il est important, c'est l'échographie. Pourquoi? Parce que c'est un principe déjà qui est différent, c'est les ultrasons. Donc l'ultrason, quel est le principe? Très rapidement, vous avez une sonde, elle émet un bruit qui est un ultrason, et puis elle attend qu'il se réverbère sur quelque chose en face d'elle, et ce bruit se réverbérant, cet ultrason, la sonde qui va avoir un récepteur va calculer le temps qui a été nécessaire entre l'envoi et la réception du son, et au final, on va avoir une image en fait de la surface qui va réfléchir ce son. C'est l'exemple des sonars pour les sous-marins ou pour les bateaux. L'avantage, c'est que c'est un examen dynamique. En effet, vous allez avoir la sonde sur le poignet et le poignet va bouger, car en général, cet examen est indolore. Donc, on a vraiment un plus par rapport aux examens que je vous ai décrits avant, c'est qu'on a vraiment un élément dynamique. On va pouvoir définir une douleur, on va pouvoir en fait prolonger à la manière d'un stéthoscope l'examen clinique que Julien vous a décrit. L'inconvénient qui est majeur, et cette image, je trouve qu'elle est très parlante. Moi, j'en donne une autre à mes patients, c'est quand ils m'apportent des images d'échographie sans compte rendu, je leur dis c'est comme les images de vacances. Les photos de vacances, il n'y a que celui qui les prend qui arrive à les mettre dans le contexte et à les expliquer. Donc, l'inconvénient majeur de l'échographie, c'est très manipulateur dépendant. Et l'interprétation d'une échographie, à mon sens, ne doit se faire qu'en collaboration avec l'échographiste, voire la faire soi-même. Donc, c'est l'inconvénient majeur de l'échographie. Mais à cette limite près, ça donne des informations très importantes de débrouillage. Un exemple, vous avez un exemple lésionnel qui est le pendant du Watson. Ça pourrait être quasiment le Watson échographique. C'est la hernie du capitatum dans l'intervalle scapho-lunaire. Vous demandez à votre patient de serrer le poing, de l'ouvrir ou de faire de l'inclinaison radiale et ulnaire point fermé, et ça vous apportera une imagerie de débrouillage quasiment instantanée. Vous avez un échographe aux urgences, vous pouvez quasiment le faire. À la limite, encore de l'expérience de l'utilisation de l'appareil et de l'échographiste que vous aurez pour le faire. Quelles sont les perspectives? Vous aurez compris que dans mon explication, il y a 2 écueils. Le premier, c'est l'absence de dynamique. Dans mon expérience personnelle, ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, on avait un retard diagnostique sur les lésions parce qu'on se contentait souvent d'avoir des éléments statiques et qu'on ne parlait de lésions que quand on voyait un diastasis, qui est déjà un stade quasiment dépassé de la lésion ligamentaire qu'on veut traiter. Donc, vous avez dans la perspective, c'est le scanner 4D. L'équipe nancéenne, avec Lionel Atlani, travaille énormément dessus et donne vraiment des éléments très probants pour définir les stades de lésions prédynamiques du scapho-lunaire, par exemple. Et puis l'échographie, qui a le vent en poupe cette dernière décennie, avec de plus en plus de collègues chirurgiens, rhumatologues, rééducateurs qui s'y intéressent, même urgentistes, pour essayer de définir cet outil comme un stéthoscope et l'associer à différents éléments, notamment, par exemple, l'échochirurgie. Alors, ça reste des perspectives. Il faut les garder en vue, mais il faut se donner une trousse de travail performante pour chacun. Là, ce que je vous donne comme message à retenir, c'est 2 choses très simples. Lorsque vous n'êtes pas spécialiste d'un poignet, l'urgence, c'est de ne pas passer à côté de quelque chose qui va être compliqué pour votre patient. Donc, en général, vous voyez votre patient en aigu, il faut débrouiller
vous débrouiller pour éliminer les lésions aiguës. Les lésions aiguës, ça va d'abord être osseux. Donc, une radiographie face profil du poignet va vous permettre d'éliminer ce qui est urgent et grave et qui n'est pas ligamentaire. Le conseil personnel, si vous voyez un diastasis sur cet épisode-là, il faut très fortement remettre en question l'aspect aigu de la lésion ligamentaire que vous voulez déceler. Et en parallèle, l'échographie en toute urgence ou en urgence relative peut être intéressante pour deux choses. Parce que vous n'allez pas vous mouiller à proposer un examen qui va être un arthroscanner ou une arthro-IRM ou une IRM et l'envoyer à un spécialiste qui ne sera peut-être pas habitué à l'utiliser ou qui ne voudra pas l'utiliser parce qu'il voudra faire un arthroscanner par habitude. Donc, l'échographie va permettre de débrouiller d'une certaine façon les choses en cherchant une hémarthrose, en cherchant peut-être une lésion déjà dynamique et en permettant déjà de mettre le patient dans un circuit de traitement pour l'orienter auprès d'un spécialiste qui pourra répondre plus pertinemment à la question que vous vous posez, c'est-à-dire y a-t-il une entorse scaphoïdaire. Donc, à mon sens, voilà ce que j'avais à vous dire par rapport à ce thème-là et je donne la parole, du coup, je laisse la parole à Lorenzo pour les traitements dans la suite logique de ce webinaire. Merci pour votre attention. Alors, merci, Chiab. Je vais donc prendre le relais et vous parler du traitement de ces lésions ligamentaires et insister, on parlera surtout des lésions scapholulaires et du ligament triangulaire que vous a décrit Julien en début de webinaire. Donc l'idée, c'est de comprendre, effectivement, comme on l'a dit au début, qu'il faut se méfier de tout ce qu'on sous-entend par ces entorses du poignet qui sont finalement un terme un petit peu trompeur, et qu'il ne faut pas se contenter de voir les patients en disant ouais, le poignet est un petit peu gonflé, il est un petit peu douloureux, c'est une entorse, mettez un peu de glace, prenez un peu anti-inflammatoire, mettez une attelle 2-3 jours, et puis on verra bien. Et voilà, ça c'est l'attitude qui est parfois un petit peu dangereuse, parce que si on est sur un patient qui va faire avec et puis ensuite s'accommoder avec sa douleur pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, eh bien, quand il va revenir au bout de 6 mois parce qu'il aura toujours mal, on sera déjà parfois un peu tard par rapport à une lésion qu'on aurait pu diagnostiquer plus tôt, et c'est une perte de chance vis-à-vis d'un traitement qu'on aurait pu faire plus tôt pour un meilleur résultat fonctionnel. Parce qu'il faut comprendre que finalement, ces ligaments intrinsèques et ou extrinsèques du poignet, eh bien, ce sont des ligaments qui sont assez mal vascularisés et qui ont un potentiel de cicatrisation relativement mauvais. Et donc, la nature a souvent un peu du mal à faire le travail si on ne lui donne pas un gros coup de pouce au bon moment. Ce qui sous-entend qu'il y a relativement peu de place au traitement orthopédique, c'est-à-dire non interventionnel, pour ces genres de lésions, mais qui peuvent, cela dit, si on intervient relativement tôt dans le traitement, avoir tout leur sens si on fait le diagnostic précocement. Donc, ça a beaucoup d'importance, puisque si on passe à côté, eh bien, ce sont des lésions qui ont un mauvais pronostic. Pourquoi ? Parce que ce sont souvent des lésions qui interviennent chez des gens jeunes, actifs, et que si on laisse traîner, eh bien, malheureusement, 5 ans, 10 ans, 15 ans plus tard, alors que le patient sera toujours relativement jeune et relativement actif, eh bien, on peut être amené à constater des tableaux bien plus catastrophiques qu'une simple entorse ligamentaire, avec des poignets qui sont le siège d'une arthrose, au moins partielle et parfois totale du poignet. Et là, on arrive un peu tard, on est dans le palliatif, sur des poignets qui sont enraidis, douloureux, et pour lesquels on peut plus faire grand chose de très satisfaisant sur le plan chirurgical derrière. Donc, concernant le ligament scapholulaire, je ne vais pas m'attarder là-dessus puisque Julien vous a bien décrit l'examen clinique qui est parfois relativement pauvre, hein, donc ça il faut quand même s'en méfier, et il faut pas s'arrêter à un poignet qui ne présente pas beaucoup de signes, parce que parfois ce sont des tableaux peu parlants symptomatiquement. Et donc, il ne faut pas hésiter à être assez exhaustif sur l'imagerie, comme vous l'a dit Chiab, et se contenter de demander les bons examens au bon moment. Je ne m'attarde pas non plus là-dessus, mais voilà, contenter au moins d'un bilan de base avec des radiographies bien faites, avec les bonnes incidences, et puis, au moindre doute, de demander des examens un peu plus poussés, ou bien, effectivement, de l'adresser directement à un spécialiste. Il vaut mieux venir consulter une fois pour rien,
plutôt que de passer à côté d'une lésion ligamentaire qui va traîner et qui va engendrer un pronostic défavorable. Alors, concernant le traitement, eh bien, pour le ligament scapho-lunaire, on peut, si on arrive au bon moment, être encore dans le cadre d'un traitement orthopédique. C'est rare, malheureusement, parce que souvent, c'est des lésions qui sont déjà un petit peu chronicisées au moment de la vie spécialisée, mais c'est là tout le sens et toute la raison d'être de ce webinaire de ce soir, c'est de sensibiliser un peu les gens à adresser précocement, puisqu'on peut essayer de traiter orthopédiquement ces lésions quand on est sur des traumatismes précoces. Et même si c'est très peu consensuel et qu'il n'y a pas vraiment de consensus là-dessus au sein de la population chirurgicale, on considère que globalement, si on est encore dans les 3 premières semaines sur un sujet jeune avec un potentiel de cicatrisation assez satisfaisant et qu'on n'a pas, on n'est pas sur une grosse lésion instable, c'est-à-dire qu'on est encore dans le cas d'une instabilité prédynamique ou dynamique, avec une absence de gros diastasis sur les clichés, eh bien on peut tenter, c'est tout à fait légitime de tenter un traitement orthopédique avec une immobilisation pendant 6 semaines pour essayer d'éviter une chirurgie et tout ce que ça implique derrière. Non, ça reste des indications qui sont rares puisque, encore une fois, comme je le disais, les patients arrivent souvent à des stades un petit peu plus chroniques et ça devient de plus en plus fréquent de devoir donc proposer des traitements chirurgicaux. Et le traitement chirurgical du scapho-lunaire a été assez, il faut le dire, révolutionné par l'avènement de l'arthroscopie du poignet depuis quelques années, puisque il y a encore pas si longtemps, on réparait ce ligament par des gros abords ouverts à la face dorsale du poignet pour aller réinsérer dans l'os le ligament, qui étaient des interventions qui étaient assez enraidissantes, avec un résultat assez aléatoire en termes de stabilité osseuse par la suite. Et l'arthroscopie a permis de comprendre un peu mieux la complexité ligamentaire du poignet que Chiab vous a un peu décrit sur l'imagerie, puisque l'idée est de réparer non pas seulement le ligament intrinsèque entre le scaphoïde et le lunatome, mais de réparer l'ensemble du complexe scapho-lunaire dorsal, c'est-à-dire à la fois le ligament intrinsèque, mais surtout la sangle ligamentaire extrinsèque avec la capsule articulaire du poignet et ce fameux DCSS qui correspond à l'arche qui joint la capsule du poignet et les ligaments extrinsèques à ce fameux ligament intrinsèque scapho-lunaire. Et si on est dans une technique de réparation globale de ce complexe, eh bien, on a des résultats qui sont, il faut le dire, assez satisfaisants, avec des techniques qui restent mini-invasives, puisque vous voyez, on fait ça par arthroscopie avec uniquement des petits trous de 2 à 3 mm sur la peau, une caméra dans le poignet qui permet de tout visualiser de manière très satisfaisante, et puis un renfort capsule ligamentaire à l'aide de fils tout bêtes. Et quand on est sur des lésions dynamiques ou prédynamiques, eh bien, c'est une réparation qui s'y prête parfaitement, puisqu'on stabilise le poignet et on permet de cicatriser ces ligaments de manière assez satisfaisante. Les suites sont des suites assez classiques pour toute chirurgie du poignet, c'est-à-dire qu'il y a une immobilisation de 6 semaines dont Didier vous parlera un peu plus en détail, et puis une rééducation qui s'ensuit et qui est assez variable en termes de durée selon les gens, qui parfois est de 1 mois, parfois bien plus longtemps, 6 mois parfois, ça dépend, et on compte sur une reprise du sport, y compris à haut niveau, autour de 3 mois après la chirurgie de manière progressive. Et voilà, les résultats définitifs de l'intervention, il faut quand même expliquer aux patients que ce sont des résultats qui s'inscrivent dans le temps. C'est un programme de plusieurs mois de réparation ligamentaire au poignet et on n'est pas miraculeusement guéri au bout de quelques semaines. C'est parfois 6 mois ou 1 an de petites gènes résiduelles qui finissent souvent par disparaître au bout d'une petite année. Et ce qu'il faut absolument comprendre, et encore une fois, c'est tout le sens de ce discours, c'est qu'il y a une vraie corrélation scientifiquement prouvée entre les délais de prise en charge entre le traumatisme et la réparation. C'est-à-dire qu'un patient qui traîne une lésion ligamentaire depuis 5 ans, eh bien, si on l'opère, ça se passera toujours mieux que si on ne l'opère pas, mais le résultat sera bien moins favorable que si on l'opère au bout de 6 mois d'évolution. Voilà pour le scapho-lunaire. Le discours concernant le ligament trémulaire est globalement un peu le même.
Je n'insiste pas non plus sur le ligament, sur l'examen clinique qui a été parfaitement décrit au début de la soirée. L'imagerie, encore une fois, est la même. Là, cette fois-ci, ce sera souvent plus rare d'avoir des signes indirects à la radiographie, puisqu'on est sur un ligament qui est, on va dire, un petit peu plus extrinsèque au carpe. Et donc, à part des séquelles de fracture, il faudra assez rapidement aller sur des examens plus précis à terme en type-IRM ou d'arthrose canalaire. Et il faudra quand même s'attacher à rechercher si on n'est pas dans le cadre d'un conflit ulnocarpien, c'est-à-dire qu'on peut avoir des lésions ligamentaires plutôt d'ordre dégénératif sur des ulnas longs qui sont soit congénitaux, soit post-traumatiques et qui sont plutôt responsables de perforations centrales et non pas vraiment de lésions réparables qui engendrent de l'instabilité ou autre. Alors le traitement médical du ligament triangulaire, lui, a beaucoup moins de place que celui du scapho-lunaire, puisqu'on est souvent dans des lésions qui sont vues tardivement, à distance du traumatisme, puisque ce sont de manière assez classique des lésions moins symptomatiques que les lésions du ligament scapho-lunaire, et donc les patients ont tendance à pas forcément se plaindre très vite de la gêne qu'ils ressentent en lien avec cette lésion. Et de toute façon, ce sont des traitements orthopédiques qui n'ont aucune chance de marcher si on est déjà dans le cadre d'une instabilité radio-ulnaire distale, ce qu'on peut parfois observer dans le cadre d'une désinsertion fovéale, c'est-à-dire profonde, osseuse, de ce ligament triangulaire. Et concernant les lésions non réparables, c'est-à-dire celles qui sont plus d'ordre dégénératif, eh bien, celles-là, on pourra les traiter par un traitement infiltratif radio ou éco-guidé, et les résultats des traitements chirurgicaux ont plus de sens plutôt dans le cas d'un ulna long qu'il faudra éventuellement traiter par un raccourcissement ou une résection distale. Mais pas de geste précis sur le ligament scapho-lunaire, sur le triangulaire, pardon. Alors, concernant le traitement chirurgical, pareil, l'arthroscopie a beaucoup modifié et amené beaucoup de choses sur les réparations du TFCC. Il y a globalement le cadre de la réparation, quand on est sur des lésions traumatiques ou post-traumatiques de ce ligament, et elles peuvent être à globalement deux endroits, soit sur la périphérie de ce ligament, c'est-à-dire sur les attaches capsulaires du ligament triangulaire, auquel cas c'est un traitement assez simple de réinsertion, enfin de suture périphérique, un peu dans le même esprit que le passage des fils du renfort capsulo-ligamentaire du scapho-lunaire. Ou bien il peut s'agir d'une désinsertion fovéale, c'est-à-dire sur ce faisceau profond qui s'attache directement à la base de la styloïde, auquel cas ça souvent fait appel à des gestes un petit peu plus compliqués techniques de réinsertion, soit par une encre, soit des réinsertions transosseuses du faisceau profond du ligament triangulaire. Si on est dans le cadre d'une perforation centrale liée soit à une atteinte dégénérative, souvent, eh bien, ce qu'on pourra faire à ce moment-là, c'est plutôt un débridement, c'est-à-dire qu'on élargit un peu la lésion, on la vive, et on y associe plus ou moins une résection distale de l'ulna si on est dans le cadre d'un ulna long qui vient, entre guillemets, abîmer petit à petit ce ligament triangulaire, et qui peut aboutir à une chondropathie en miroir sur la première rangée du carpe. Mais là, on n'est plus dans le cadre d'une réparation, on est dans le cadre d'un traitement un peu plus palliatif pour interrompre l'aggravation des lésions. Alors voilà, juste pour très brièvement vous montrer ce qu'on fait chirurgicalement sur les lésions du TFCC. C'est le même esprit que ce que vous avez pu voir pour le scapho-lunaire. C'est sous arthroscopie, c'est mini-invasif, des petites incisions, et puis par des voies accessoires, on vient passer des fils et des aiguilles qui permettent de réinsérer ce ligament là où on veut, soit en périphérie sur la capsule, soit dans l'os à la base de la styloïde dans la fovéa. Les suites, pareil, sont des suites classiques d'immobilisation du poignet pour une durée de 6 semaines. Il y a un grand débat sur faut-il prendre le coude ou pas, puisque le TFCC est impliqué dans la pronospination. Je laisserai Didier en parler dans le cadre de son topo sur la rééducation et les attelles. Et en termes de résultats fonctionnels, on est sur un peu les mêmes résultats et les mêmes délais que pour le ligament scapho-lunaire. Voilà, donc ça c'était pour vous parler des traitements qu'on peut envisager pour ces deux ligaments principaux du poignet. Le message à retenir, c'est vraiment qu'il faut connaître ces lésions, et il n'y a qu'en les connaissant qu'on peut les rechercher et les trouver. Et qu'il vaut mieux pas se contenter de dire c'est une entorse bénigne, ça va passer, et qu'il ne faut pas hésiter à être exhaustif dans le bilan pour avoir un diagnostic complet, précis, soit pour être rassuré s'il n'y a rien, soit pour ne pas passer à côté de quelque chose
qui pourrait traîner dans le temps et être une perte de chance pour le patient. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je laisse donc la parole à Didier pour la suite. Bonsoir, merci Lorenzo pour ce très bel exposé et qui me permet d'introduire le mien. On m'a demandé de vous parler des immobilisations dans le cadre des 2 principales lésions ligamentaires évoquées par mes collègues, à savoir le scapholulaire et le triangulaire ou TSCC, puis la rééducation de ces logiques. Donc, les immobilisations font partie d'un dispositif médical qui est soumis à prescription. On distingue 2 types de dispositifs, ceux de série et ceux sur mesure. On rencontre les deux. À mon sens, les dispositifs de série ne comportent que très rarement une adaptation convenable aux besoins pour protéger la cicatrisation des montages chirurgicaux. En revanche, nous, on a une préférence pour l'utilisation des dispositifs sur mesure qui nous offrent une meilleure adaptation aux différentes morphologies, permettent en même temps une parfaite libération des articulations qu'on souhaite laisser libres et qu'on souhaite d'ailleurs durant la phase d'immobilisation voir bouger. Je pense notamment aux métacarpophalangiennes qui nous autorisent par la même occasion, avec les mouvements de flexion-extension que l'on conseille de faire aux patients, un glissement tendineux sous les points d'entrée des appareils d'arthroscopie, parce que ce qu'on constate en rééducation, c'est que lorsque ces mouvements n'ont pas été faits et que les tendons extenseurs des doigts longs sont adhérents à ces points cicatriciels, c'est difficile de le libérer et c'est en plus particulièrement douloureux. Les orthèses sur mesure nous permettent elles aussi de gérer les différents points de pression qu'on peut rencontrer, à savoir que comme elles ont été adaptées à la morphologie du poignet, en réalité il n'y a aucunement besoin de serrer les velcro pour qu'elles maintiennent dans les positions que l'on souhaite, ce qui n'est pas forcément le cas des dispositifs on peut les adapter aussi en fonction de l'évolution de l'œdème, en fonction de la présence ou non des pansements, en les chauffant on peut les remouler à souhait, et définir une position en flexion, extension, inclinaison qui a été définie par le chirurgien et je vais détailler par la suite. De même que l'entretien de ces orthèses est très simple dans la mesure où il n'y a pas de tissu, pas de mousse dépendante solidaire de l'appareillage et donc un coup d'éponge savonneux et on l'essuie et on peut la remettre dans la foulée. La position qui va être choisie va être une position qui va nous éloigner des positions qui majorent ou induisent un gap scapholulaire dans le cadre des immobilisations pour les chirurgies sur le scapholulaire. Il n'y a pas vraiment de consensus quant au degré d'immobilisation. Ce qui est certain, c'est qu'il faut s'éloigner de la flexion. Donc, en partant de là, ce qu'on rencontre le plus souvent, c'est des immobilisations comprises entre 30 et 45 degrés d'extension, avec une légère inclinaison ulnaire. Au niveau de la posologie, Lorenzo nous a parlé des 6 semaines d'immobilisation. Donc, en fait, c'est cette cicatrisation qui va rythmer et baser, nous donner la base pour la durée d'utilisation de l'orthèse, avec un possible retrait pour assurer une certaine hygiène, moyennant quelques précautions. Il est évident que sur un ligament scapholulaire, on demandera au patient de garder son poignet en position d'extension pour s'éloigner toujours des positions qui induisent un gap. Cette orthèse à la suite des 45 jours prévus pour l'immobilisation peut être conservée dans certaines situations, notamment les situations à risque si le patient par exemple vient en rééducation en transport, c'est judicieux de continuer à la porter. Et puis la nuit, et ça pour une durée de 15 jours à 1 mois en fonction des situations et de la douleur du patient. La rééducation des lésions du ligament scapholulaire, on peut distinguer 2 situations. Après un traitement orthopédique qui a été décrit par Lorenzo et qui finalement n'est pas si fréquent que ça mais qui peut être tenté, et après une chirurgie. Je reviendrai à la fin sur le traitement orthopédique qui, vous verrez, ne se distingue pas énormément du traitement après chirurgie, sauf 2-3 points. Après chirurgie, la cicatrisation est toujours l'élément rythmant dans la rééducation et donc on a 3 phases. On a la phase de J0 à J45 sous orthèse qui est une phase de cicatrisation sur laquelle il y a quelques petites choses à faire.
la phase de J45 à J90 où la cicatrisation est acquise, et après J90 où la consolidation est acquise et on peut reprendre des sollicitations importantes. Sur J0, J45, dans mon expérience, ce sont des patients qui nous sont très très peu envoyés, mais de temps en temps on en reçoit tout de même, et cette période sera consacrée à la gestion des phénomènes trophiques et de la douleur, que ce soit par des contentions, pour faire dégonfler un poignet qui est très œdémacié, par des techniques de physiothérapie antalgique. C'est aussi la période où on pourra contrôler que le travail de libération des articulations laissées libres sera fait. Et encore une fois, les métacarpophalangiennes me paraissent les principales articulations à mobiliser, même s'il ne faut pas oublier les interphalangiennes proximales et distales. On pourra, à la suite de l'ablation des fils, c'est-à-dire après J15, commencer à travailler la mobilité des cicatrices par rapport au plan sous-jacent, toujours dans cet esprit d'éviter les adhérences, et notamment avec les fameux tendons extenseurs des doigts longs. Encore une fois, les adhérences sur des tendons extenseurs de doigts longs suite à une chirurgie sur arthroscopie sont des adhérences qui sont souvent très ponctuelles, et quand on tire dessus, ça fait beaucoup de contraintes au centimètre carré et c'est vraiment pas agréable pour le patient. Après J45, donc on va entrer dans la phase où on a retiré les orthèses, et on va commencer à travailler sur la récupération des amplitudes qui ont été prises sous les orthèses, à savoir les articulations intracarpiennes, les radiocarpiennes, de manière progressive et notamment en flexion, où on prendra garde de mettre en tension très progressive et de ne pas déclencher de douleur, notamment lorsqu'on se trouve dans une situation où il y a eu un DCSS, donc une suture de la partie dorsale et de la jonction avec la capsule. Dans la récupération des mobilités radiocarpiennes, on se basera sur ce que certains nomment le dart throwing motion, à savoir le respect des inclinaisons physiologiques durant le travail de flexion et extension, ce qui correspond grosso modo au mouvement induit par le poignet lors des jeux de lancer de fléchettes. Donc en extension, on l'associe à une inclinaison radiale, et la flexion à une inclinaison ulnaire. Durant cette période, on va aussi avoir s'autoriser le début du renforcement musculaire dans une visée plus stabilisatrice, mais en revanche avec une certaine précaution, c'est-à-dire un travail paume ouverte, puisqu'on sait très bien que lorsqu'on travaille avec un poing fermé, avec une notion de grasp, c'est une contrainte qui induit une mise en tension du ligament scapholinaire. Donc tous les photos que vous avez en dessous illustrent des exercices de renforcement musculaire du poignet via des appuis et contre-appuis sur des parties distales de la main. On peut utiliser les muscles moteurs du pouce, etc. Mais en gardant cette paume ouverte. Il faut savoir que l'intérêt de travailler le renforcement musculaire dans cette période-là, c'est de venir compléter la stabilisation des différents éléments osseux, notamment, je pense notamment au scaphoïde qui reçoit un renfort de stabilisation par les muscles qui croisent sa route, dont certains muscles moteurs du pouce. Après J90, c'est la période où on va se consacrer beaucoup plus à l'aspect quantitatif du renforcement musculaire, où on va réintroduire les exercices de prise en grasp avec une notion de force importante. C'est aussi la période où on va réintroduire le travail, le renforcement proprioceptif et l'inclusion des activités particulières à chaque sujet, en fait, de ce qu'il souhaite récupérer. Donc voilà dans les grandes lignes comment se découpe la rééducation après une chirurgie du ligament scapholinaire. Lorsque l'on se trouve dans une situation de traitement orthopédique, finalement, les délais ne vont pas différer énormément. On va juste s'émanciper du travail de gestion des cicatrices post-chirurgicales. Donc, vous voyez que la différence n'est pas énorme. Mais ce qui est important pour le kiné qui reçoit un patient, c'est d'avoir un bon compte-rendu chirurgical sur lequel on va pouvoir se baser pour savoir quels sont les éléments qui ont été réparés. Donc là, je fais appel aux chirurgiens qui nous écoutent. Le compte-rendu chirurgical, c'est bien de l'avoir le plus tôt possible pour nous parce que ça nous oriente, ça nous donne beaucoup d'éléments importants pour orienter notre éducation de manière précise. On m'a demandé aussi donc de vous présenter les orthèses dans le cadre des lésions du ligament TFCC. Et alors là, c'est assez intéressant parce qu'il y a vraiment
peu de consensus sur la nécessité de bloquer ou pas la pronosupination, en tout cas sur la manière de la limiter. Y compris au sein de notre propre équipe, on peut avoir des différences d'avis entre les chirurgiens. Donc je vais vous montrer les différentes possibilités. Donc ça reste un dispositif médical soumis à prescription. Par contre là, la question de l'orthèse de série ou de l'orthèse sur mesure ne se pose pas, puisque dans la mesure où on veut contrôler la pronosupination, il n'y a aucune orthèse de série du commerce qui va permettre cela sans bloquer la flexion-extension du coude. Or, en réalisant des orthèses sur mesure, on a moyen, via l'orthèse qui est illustrée sur les photos, que nous on appelle une orthèse à ailette pour la nommer, de libérer la partie postérieure du coude et la partie antérieure, ce qui autorise une flexion-extension complète. Mais de par la longueur de l'attelle, son moulage très strict de l'avant-bras, et les petites ailettes placées sur le côté, sur les faces latérales du coude, on va largement limiter la pronosupination. Ce que je constate, moi, et j'en ai parlé à Mathilde Degraille avant-hier, puisqu'elle m'a demandé, c'est que lorsqu'on ne réalise pas ce type d'orthèse qui est finalement assez lourde, de toute façon, très souvent, la pronosupination est douloureuse chez le patient, donc il ne va pas l'explorer. Et on se retrouve finalement avec des raideurs en pronosupination qui sont relativement équivalentes, qu'on ait fait une orthèse à ailette ou pas. Par contre, en termes de confort pour le patient, il y a une vraie différence. L'écueil des orthèses à ailette, c'est qu'on utilise un matériel qui est très rigide, et il faut prendre garde lors de la réalisation à bien dégager la styloïde ulnaire, qui est la zone déjà qui a été travaillée sur le plan chirurgical, qui peut être inflammatoire, etc. Et qui en plus est mobile lors des moindres sollicitations en pronosupination. Donc très souvent, je réalise une petite bulle d'excavation en regard de cette zone. Et si elle n'est pas suffisante, la consigne, c'est que le patient revienne et que majore la taille de cette bulle. Donc vous avez là illustré sur ces deux photos le type d'orthèse qu'on demande déjà au sein de notre même groupe, j'entends, pour ces lésions-là. Donc au-dessus, une orthèse classique que j'aurais pu faire en l'occurrence peut-être un peu plus longue encore, pour remonter un petit peu plus sur l'avant-bras. Et puis l'orthèse à ailette qui est en dessous et qui, moi, personnellement, a ma préférence. Mais encore une fois, il n'y a pas de consensus. Là, vous voyez sur ces photos la partie postérieure de l'orthèse à ailette qui dégage complètement la flexion-extension. La pronosupination, lorsque le coude est en flexion, est bloquée par les ailettes qui viennent buter sur les faces latérales de l'extrémité distale de l'humérus. Et lorsqu'on est le coude en extension, l'amorce de la pronosupination se fait dans l'épaule, et avant d'arriver à une pronosupination issue d'un mouvement entre les deux os de l'avant-bras, il faut aller assez loin. Donc ça permet quand même de bien se protéger dans une bonne partie des situations que rencontre le patient. Il arrive de temps en temps qu'on me demande de supprimer les ailettes avant J45 pour commencer à libérer la pronosupination, mais c'est pas ce que je rencontre de plus fréquemment. Le dernier écueil de ces orthèses à ailettes, c'est la difficulté de réalisation. Il faut une vraie participation du patient et il y a une vraie courbe d'apprentissage pour les réaliser. La posologie est basée de la même façon sur les délais de cicatrisation qui seront de 45 jours, puis éventuellement un port nocturne et dans les situations à risque pendant quelques jours qui suivent cette période, auquel cas, très souvent, je libère les ailettes pour que ce soit moins encombrant pour le patient. Je vais passer donc maintenant à la rééducation pour cette chirurgie qui se divise elle-même dans les trois phases qui ont les mêmes thèmes que pour le ligament scapholinaire, à savoir de J0 à J45 où on va garder une attelle parce qu'on est en phase de cicatrisation. J45, J90, la cicatrisation est acquise, et après J90, la consolidation est acquise. Nous n'avons pas le souci de nous éloigner d'un gap scapholinaire quel qu'il soit, donc la position du poignet sera en position de fonction simplement. Et en termes de rééducation, la récupération de la mobilité du poignet ne nécessitera pas de précaution par rapport à cette notion de gap.
Lors de la période de cicatrisation sous orthèse, de la même façon, on demandera au patient et on lui montrera et on s'assurera qu'il le réalise bien, parce que dire les choses, les montrer, c'est bien, mais s'assurer que le patient les réalise bien, c'est quand même nettement mieux. Donc, notamment à propos des métacarpophalangiennes, il ne s'agit pas de bouger les doigts, parce que quand je demande à des patients « est-ce que vous bougez les doigts ?» ils me disent « oui, je fais ça », ce qui est nettement insuffisant. Il faut vraiment balayer de l'amplitude pour pouvoir limiter ces adhérences. Et en l'occurrence, lors de l'utilisation d'orthèse à ailette, si on se prend la peine de libérer la flexion-extension, c'est que ça a du sens, et on va demander au patient d'aller au bout de son extension et au bout de sa flexion. La surveillance de l'adaptation de l'orthèse est évidemment plus importante dans ce cadre-là, puisque le matériau est plus agressif s'il y a un souci de moulage. Et effectivement, lorsque le patient présente un œdème ou des cicatrices sous orthèse qui sont des orthèses très fermées, il faut veiller au phénomène de macération et à l'adaptation du volume de l'orthèse pour pas qu'il soit compressif. De J45 à J90, on va pouvoir donc se permettre de retirer cette orthèse et de s'intéresser à la récupération des amplitudes qui ont été limitées jusque-là. Donc la flexion-extension bien évidemment du poignet, les différentes inclinaisons et la pronosupination qui va être travaillée à la fois par des manœuvres spécifiques et analytiques pour assurer les glissements au niveau des articulations radio-ulnaires inférieures et supérieures. Tout d'abord, on s'intéressera, comme dans le cadre du ligament scapho-lunaire, à un travail de stabilisation, donc plutôt en statique, pour aller progressivement vers le dynamique. Alors vous avez illustré un exercice, c'est loin d'être exhaustif, mais de travail de la supination en l'occurrence, en inversant la position des mains sur l'élastique, on peut travailler soit en statique, soit en dynamique, la pronation contre résistance. On s'attachera aussi à renforcer toute la sangle sur le versant ulnaire pour cette lésion. Donc je pense au fléchisseur ulnaire du carpe et à l'extenseur ulnaire du carpe, qui viennent assurer un système de haubans de part et d'autre de l'extrémité distale de l'ulna, et donc participe à sa stabilisation. Après J90, de la même manière que pour le ligament scapho-lunaire, on va rentrer dans un aspect beaucoup plus quantitatif et proprioceptif, où là vous avez un exercice qui finalement est assez équivalent à celui que vous avez vu sur la photo précédente, mais avec un bras de levier et une charge beaucoup plus importante. Et de la même façon, en progressif, on commencera par des exercices de positionnement statique, puis dynamique, puis concentrique, puis excentrique. Merci de votre attention, et si vous avez des questions, elles sont les bienvenues. On a une question qui s'adresse à Julien. Parce que effectivement, pour nous, l'examen clinique est un petit peu plus simple, puisqu'il est rare qu'on voit les patients en tant que chirurgien le jour de l'accident. Mais il est vrai que pour les urgentistes, parfois, c'est un petit peu difficile, parce que le patient arrive avec une main qui est très gonflée, c'est impossible d'aller palper quoi que ce soit, le patient a mal partout. Donc, quand on a un patient qui arrive avec une main un peu gonflée, il arrive aux urgences, il a mal partout. Et l'examen clinique est souvent assez compliqué. Et quand on dit au patient, mais attendez, vous avez plutôt mal ici ou plutôt voilà, le patient il a mal partout, il peut rien bouger, et l'examen est un petit peu douloureux et compliqué, et le testing précis est effectivement très laborieux. Donc Julien, est-ce que tu peux nous dire un peu comment faire de ce patient? C'est une très bonne question, et c'est une conversation que j'ai eue lorsque je faisais la promotion du webinaire chez mes amis urgentistes de l'hôpital. Et au final, dans ce contexte, c'est vrai qu'on ne peut pas faire grand-chose. La bonne attitude, c'est la radio. On va rechercher la fracture, comme disait Chiab, les choses graves qui peuvent indiquer une prise en charge en urgence, en se méfiant bien sûr du diastasis qui apparaît sur la radio, parce que on est plus généralement dans un contexte chronique. En tout cas, aux urgences, la bonne attitude, c'est la radio pour rechercher la fracture, et ensuite l'immobilisation antalgique, et soit, si vous avez une consultation post-urgence, reconvoquer à 2-3 semaines
pour évaluer, soit sinon l'adressage au chirurgien de la main. Nous, on n'aura aucun problème à avoir les patients dans les 15 jours et pouvoir refaire le point cliniquement et aller plus loin dans les examens paracliniques en fonction de l'examen du poignet qui se sera forcément refroidi avec l'immobilisation et le traitement anti-inflammatoire. Donc immobilisation, antalgique et adressage, bien sûr. Ouais. En tout cas, ça serait mon attitude. Merci Julien. On a une autre question pour Lorenzo. Dans les luxations radio-ulnaires distales traumatiques avec une fracture du radius distal associée, est-ce qu'il faut réparer le TFCC d'emblée? Comment on le répare? Est-ce qu'on le répare sous arthro ou à ciel ouvert? Comment on peut gérer une luxation radio-ulnaire traumatique associée à une fracture distale du radius? Alors c'est une bonne question qui souvent suscite des longs et houleux débats dans les différents congrès et cours qu'on peut avoir un peu à droite à gauche. Il n'y a pas de prise en charge consensuelle là-dessus, ça déjà il faut le dire. Le sentiment qui se dégage un peu ces dernières années, c'est que dans le cadre d'un traumatisme aigu, pris en charge immédiatement, on a peut-être eu tendance à trop traiter les lésions associées. Ça, c'est une tendance un peu qui commence à se dégager, que ce soit pour le scapho lunaire, le TFCC, etc. Maintenant, pour une fracture distale avec une vraie luxation RUD concomitante, il faut souvent plus qu'une simple lésion du TFCC pour que ça arrive. Il faut souvent une partie soit de la membrane interosseuse ou ce qu'on appelle du ligament oblique distal qui stabilise également la RUD, qui est un peu plus proximale au complexe triangulaire, qui correspond un peu à la fin de la membrane interosseuse. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne répare pas souvent en pratique en phase aiguë. Donc très souvent, la pratique courante, c'est de s'occuper de la fracture. Si l'ostéosynthèse et la réduction permettent également de réduire la luxation RUD, on peut s'en contenter et immobiliser le patient en prenant, en tout cas initialement, le coude pour éviter la pronospination. Il y en a qui y associent de manière plus ou moins systématique un brochage temporaire de la RUD avec l'évaluation des broches à 3 ou 6 semaines, mais c'est rare de faire une réparation ligamentaire du TFCC arthroscopique dans le cas d'une fracture en aigu. Maintenant, c'est pas une faute de le faire en soi, mais le bénéfice n'a pas été prouvé. Et il y a notamment un travail scientifique qui a été fait par une grosse équipe de Hong Kong sur la prise en charge des lésions ligamentaires associées dans le cadre des fractures, qui a montré que il n'y avait pas vraiment d'intérêt à le faire en aigu, puisque une large partie, une bonne grosse moitié des patients cicatrisaient tout seuls. Et que une bonne partie de la moitié qui ne cicatrisait pas tout seul ne cicatrisait pas, mais n'avait pas de symptômes non plus. Et donc finalement, le pourcentage de patients qui restaient non cicatrisés des ligaments et symptomatiques correspondait à environ 20% du total, et que cela pouvait très bien être rattrapé entre 3 et 6 mois pour une arthroscopie itérative avec un geste qui reste simple derrière. Voilà un peu l'état des choses actuelles. Merci Lorenzo pour ta réponse, la question était pas facile. Donc cette réponse était tout à fait complète et intéressante. On peut éventuellement voir 2-3 petits cas cliniques. Alors, il s'agit d'un patient de 42 ans, droitier, qui a eu un traumatisme en hyperextension. On est à 1 semaine du traumatisme. Le patient a des douleurs en flexion-extension. Sa douleur est centrale au niveau du poignet. Et il arrive avec cette radio. Donc, vous avez une possibilité de sondage juste à côté du chat. Et donc, quand vous voyez ce patient, qui est juste à 1 semaine de son traumatisme, avec une douleur en flexion-extension et cette radio qui est normale, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous lui faites d'emblée un traitement orthopédique? Est-ce que vous faites un bilan d'imagerie supplémentaire? On est donc qu'à 1 semaine, ou est-ce que vous lui faites un traitement chirurgical?
Donc, répondez un petit peu dans le sondage pour voir si on a, on a été à peu près clair dans nos éléments de réponse à vous apporter. Et Chiab nous donnera son avis sur la prise en charge de ce patient. Voilà, il y a 80% des gens qui votent pour un bilan d'imagerie. 8 personnes contre 2. Hop, et personne n'opère. Voilà. Donc, plutôt un bilan d'imagerie. Chiab, donne-nous ton avis sur... Alors, moi, j'ai fait le dissident, j'ai mis traitement orthopédique pour simplement équilibrer les pourcentages. Mais en fait, à une semaine, on pourrait discuter les deux au final. C'est vrai que si on voulait être très classique et dichotomique, un bilan d'imagerie par une simple radio n'exclut que les éléments osseux. Faire une échographie, si on y a accès, c'est très bien. Faire un examen avec une injection, c'est pas très conseillé à une semaine parce que c'est très douloureux, ça n'apportera rien. Il faut vous dire que toutes les lésions du poignet en aigu qu'on peut avoir qui sont très douloureuses, elles sont soit spontanément résolutives, soit elles vont être de toute façon graves dès le départ. Donc, qu'on soit à 3 semaines ou à une semaine, la gravité ne changera pas. Par contre, ce qui changera, c'est la petite alarme qu'on a. Est-ce qu'il faut que j'aille demander un avis supplémentaire ou que j'aille faire des examens paracliniques. Donc, si on fait une échographie ici, je dirais oui, on va augmenter le bilan d'imagerie, mais ça montre simplement qu'on est conscient qu'il y a peut-être quelque chose de plus grave qui se cache derrière cette histoire qui, finalement, à une semaine, comme l'a dit Lorenzo, souvent se finit par de la glace, une attelle, des anti-inflammatoires et suivi médecin traitant. Donc, oui, faire un examen d'imagerie complémentaire, pas avec une injection, à la condition où cet examen, ce bilan d'imagerie complémentaire, met juste la puce à l'oreille pour ne pas passer à côté quelque chose de plus grave. Et sans doute pas de chirurgie à ce stade-là. Hein. Je pense que Lorenzo, tu ne me contrediras pas. Alors, moi, je le ferai quand même vraiment, pourquoi pas une écho, mais effectivement, je n'irai surtout pas faire un examen plus invasif que ça. Et le traitement orthopédique d'emblée pendant 6 semaines me paraît tout à fait logique. Alors après, l'échographie, pourquoi pas, mais il faut avoir un radiologue qui fait des bonnes échographies. C'est toujours le problème avec l'échographie. Et finalement, sur une entorse avec un patient qui a une douleur qui est localisée au niveau du poignet, au niveau du scapulaire, avec une douleur en flexion-extension, on a quand même de toute façon, soit il a une rupture, une lésion partielle, soit il a une lésion complète au niveau du scapulaire. On ne perd pas grand-chose à lui faire son traitement pendant 6 semaines et il a quand même une grande chance, si on le voit très précocement à une semaine, de réussir à le traiter en faisant juste un traitement orthopédique. Donc, l'écho, pourquoi pas, mais encore faut-il avoir un bon radiologue sous la main avec un résultat fiable. Maintenant, moi, j'insisterai juste rapidement sur le fait qu'effectivement, il y a certaines villes où on a de la chance et on peut avoir des examens assez rapides. Il y a beaucoup d'endroits où ce n'est pas le cas. Donc, la stratégie la plus prudente est sûrement de voir le patient en aigu et de lui mettre une attelle. Dans le pire des cas, il a une attelle pour pas grand-chose, mais au moins, si c'est quelque chose de grave, il est immobilisé et il commence son traitement orthopédique. Et puis, orienter un bilan d'imagerie un peu plus secondairement, quitte à prendre un rendez-vous parce que parfois, il y a 3-4 semaines d'attente. Et puis voilà, mais au moins, on n'a pas perdu de temps et il est d'emblée immobilisé, ce qui fait que dans le meilleur des cas, il a été immobilisé, entre guillemets, un peu par excès. Et dans le pire des cas, eh bien, il a commencé un traitement orthopédique d'une lésion ligamentaire, d'une rupture ligamentaire. On a ce même patient de 42 ans droitier qui a eu le même traumatisme en hyperextension, mais maintenant on est 2 mois après. Donc 2 mois après, on a toujours cette radiographie qui est normale, toujours une douleur en flexion-extension. Le patient a mal à chaque fois qu'il appuie, il peut plus faire de pompe, il peut plus prendre appui sur sa main. L'appui est compliqué. Il a toujours sa douleur qui est au niveau du poignet, au niveau du ligament scapulaire. Alors cette fois, c'est le sondage numéro 2. On est donc à 2 mois de la lésion. Est-ce que cette fois, vous faites toujours un traitement orthopédique? Est-ce qu'on part sur un bilan d'imagerie un petit peu plus poussé ou est-ce qu'on opère d'emblée? Donc toujours le petit sondage sur la droite. Tu es à 100% d'imagerie pour l'instant sur oui, 100%. Voilà, ça paraît logique. Julien, donne-nous ton avis sur ton attitude à 2 mois avec une douleur qui passe pas et qui a même tendance à s'aggraver avec impossibilité de reprendre le sport, etc.
Écoute, il faut faire un bilan d'imagerie. Hein. Et alors, toi, tu demandes plutôt un arthroscanner, une IRM, Moi, le grand bilan, le grand débat sur arthroscanner, IRM. Ça m'a fait plaisir la façon dont Chiab a présenté les choses en disant que c'était très chirurgien indépendant. Et moi, c'est vrai que je suis très arthroscanner, pour l'épaule aussi d'ailleurs, ça n'a rien à voir, mais je serai arthroscanner parce que je trouve que tu as toutes les informations, tu as l'information, enfin toutes les informations, non, comme Chiab disait, tu n'as pas toutes les informations, mais tu as l'information sur la rupture ligamentaire, c'est simple, c'est clair, le produit passe pas, c'est binaire. Tu as l'information sur l'arthrose aussi, parce que c'est quand même ça qui va nous conditionner dans le traitement, parce que si la lésion est ancienne, bon là on n'est qu'à 2 mois, mais on peut toujours imaginer que en fait il y a eu un traumatisme aussi un peu précédent, et que là sur son deuxième traumatisme il décompense un état d'équilibre dans lequel il était, et décompense une poussée d'arthrose, et en fait si on se retrouve avec un poignet arthrosique sur un slack wrist, bon c'est, même si là la radio est quand même rassurante, mais bon, moi je suis très arthroscanner. Alors, on a quand même une personne qui partirait plutôt sur un traitement orthopédique, même si on est à 2 mois. À 2 mois, c'est un peu compliqué d'espérer pouvoir avoir une cicatrisation du ligament scapho-lunaire si le patient n'a pas été immobilisé plus tôt. Ça va être un petit peu compliqué à 2 mois de partir sur un traitement orthopédique à ce délai. Et donc, le patient a eu un arthroscanner pour faire plaisir à Julien, avec une belle lésion au niveau du ligament scapho-lunaire et un passage du produit de contraste. Alors là, c'est une lésion qui est un petit peu plus grave. Hein. Vous voyez que dans ce cas-là, on est tôt par rapport au traumatisme, mais on a déjà un gros diastasis dans les inclinaisons. Et donc toujours la même question, qu'est-ce que vous faites pour cette patiente qui a toujours des douleurs, mais avec un diastasis qui est déjà majeur? Et la réponse est un peu compliquée, parce que effectivement, probablement il y aura 2 réponses en fait. Didier, tu vas nous donner ton avis. Je pense oui, dans mon expérience de chirurgien. C'est ça. Non, je pense qu'il faut compléter. Mais t'en peux passer beaucoup quand même. Ouais. Il faut compléter l'imagerie, à mon avis, pour après savoir où on met les pieds sur le plan chirurgical. Mais c'est plus dans cette optique-là, non? Voilà, là on n'aura pas trop de choix, hein. On sera obligé d'aller faire une intervention chirurgicale, mais évidemment il faut compléter le bilan d'imagerie. Et du coup, Chiab, parce que là on peut, comme tu le disais, ça peut être une lésion ancienne, et à ce moment-là, est-ce qu'on va avoir besoin de connaître un peu l'état du cartilage? Est-ce que tu ferais plus une IRM ou plus un arthroscanner? Je vais me mettre un petit peu dissident par rapport à ça. Pour moi, une patiente de 55 ans qui tombe à 10 jours, et j'ai ces radios-là, je ne considère pas le diastasis encore comme pathologique, je la revois 1 mois, pour 2 raisons. La première, c'est que son diastasis dynamique, il est sans doute pas récent. Deuxièmement, si c'est un incidentalome et que je vais la surindiquer en partant bien en tête, je vais regarder l'état du cartilage parce que je vais lui faire une ligamentoplastie, je vais me retrouver avec une patiente qui avait peut-être une douleur sur un traumatisme autre, enraidie par ma chirurgie un peu trop poussive et agressive de ligamentoplastie. Donc pour moi, une patiente de 55 ans droitière avec ce tableau-là, je lui mets la telle, je la revois 3-4 semaines derrière, je regarde si de la kiné est possible, je fais son histoire d'avant en regardant sa profession, ses traumatismes anciens, et si vraiment il y a une douleur qui apparaît comme qui s'est chronicisée, qui a décompensé, je ferai un examen, et là je vais dans le sens de Julien, d'arthroscanner pour aller rechercher surtout l'état du cartilage, qui lui, après, Garcia Elias l'a bien montré sur son questionnaire, va vraiment nous dire ce qu'on peut proposer à cette patiente. Mais j'irai pas bien en tête pour lui réparer son ligament. En tout cas, à 10 jours sûrement pas, et à 55 ans encore moins. Alors moi, je te rejoins assez sur le fait que la ligamentoplastie, c'est assez enraidissant, et du coup, je ne fais plus de ligamentoplastie. J'ai supprimé cette intervention de mes interventions. Soit je fais une stabilisation, et effectivement, on n'a pas une réduction vraiment de l'espace, hein. On garde un espace, mais il est globalement stabilisé, et il bouge moins en dynamique. On voit il bouge beaucoup moins au niveau de l'écart. Donc soit j'arrive à le stabiliser sous arthro en faisant une double capsulodèse, etc. Soit je pars directement sur du palliatif, mais effectivement, moi je trouve que la ligamentoplastie, comme tu dis, c'est assez enraidissant, et finalement, c'est une intervention que j'ai fini par supprimer de. Les gens n'ont pas mal parce qu'ils ne bougent plus, tout simplement, très souvent. C'est un peu le souci.
Tu vois, on avait finalement, il nous reste quand même un petit peu de cartilage chez ce patient. Et enfin, un dernier cas clinique, un patient de 29 ans gaucher qui a eu une vive douleur au service au tennis il y a 3 mois. Il a une douleur qui est essentiellement en inclinaison ulnaire du poignet et qui est localisée au niveau de l'insertion fovéale du TFCC. Ces radiographies sont là encore normales. Et alors dans ce cas-là, qu'est-ce que vous faites? C'est un tennisman professionnel, tu as dit? Non, il est pas professionnel, mais il joue régulièrement au tennis. Douleur en inclinaison ulnaire et c'est un tennisman. Donc même s'il n'est pas professionnel, il joue quand même régulièrement au tennis et à chaque fois qu'il fait de l'inclinaison ulnaire, il a ses douleurs. Mais même dans la vie quotidienne, le mouvement d'inclinaison ulnaire est compliqué. Quand il porte une casserole, ça le porte en inclinaison ulnaire, ça fait mal. Et la douleur est localisée au niveau du bord ulnaire du poignet et à la palpation, on a une douleur au niveau de l'insertion fovéale du TFCC. Donc, on est parti sur un bilan plutôt d'imagerie. Alors, Lorenzo, est-ce que tu nous fais une IRM? Je suis tout à fait d'accord sur la stratégie de faire un bilan d'imagerie. C'est déjà la première réponse. Effectivement, mettre en place un traitement orthopédique à 3 mois du traumatisme, aucune chance d'avoir un résultat correct, surtout chez un jeune sportif. Traitement chirurgical non justifié tant qu'on n'en sait pas plus. Et donc effectivement, bilan d'imagerie. Alors, arthroscanner, IRM, arthro-IRM. Moi, je suis issu d'une école plutôt IRM parce que c'est une question d'habitude et que souvent, quand elle est bien faite avec des images de bonne qualité, même sans injection, on peut souvent avoir une belle image dans les de rupture traumatique du TFCC, en arrivant souvent même à avoir une analyse assez fine, soit d'une désinsertion fovéale, soit d'une atteinte périphérique. Donc j'aurais tendance à demander une IRM par habitude et par simplicité. Mais maintenant, l'arthroscanner se justifie tout autant, évidemment, et permet parfois d'avoir des analyses plus fines si on veut avoir, en cas de doute, quoi. En cas de doute à l'IRM, ça peut justifier de faire un arthroscanner derrière. Mais souvent, la majorité des IRM sont concluantes. Bon, alors, il n'a pas eu une IRM, hein, mais un arthroscanner. Et vous voyez ici donc le ligament triangulaire, hein, le TFCC, avec une grosse lésion ici, avec, vous voyez, le passage du produit de contraste, alors que normalement, on devrait avoir un beau ligament tout noir ici, avec le produit de contraste qui ne passe pas entre les deux. Donc, on a effectivement une grosse lésion au niveau du TFCC avec un passage du produit de contraste. Je vous remercie de votre participation et d'avoir été avec nous ce soir. Alors, on nous pose une question. Quel est le diagnostic différentiel entre la rupture de la gaine de l'ECU chez un tennisman? Que faire? Fait-on une échographie? Chiab, tu vas peut-être nous répondre. Merci Caroline de poser cette question qui est très intéressante. Pour moi, il y a une différence clinique et paraclinique. La clinique, c'est qu'on voit une subluxation ou alors une appréhension à l'inclinaison ulnaire qu'on n'a pas forcément quand on a un TFCC lésé. Le TFCC ne va pas donner tout à fait cette symptomatologie, mais surtout l'échographie va apporter quelque chose qui est très fort, c'est qu'on va documenter cette subluxation en lien avec la rupture, ou en tout cas cette corde que le tendon va prendre de façon anormale alors qu'il ne devrait pas parce qu'il n'a plus sa gaine qui l'oblige à suivre un chemin. Donc l'échographie, à mon sens, est importante. La question subsidiaire, par qui? Alors, je ne vais pas rentrer dans le débat, le chirurgien est habilité à le faire parce qu'il passe un DU ou pas. Ça, c'est une question de pratique personnelle. Et si on a un bon échographiste à côté, travailler en bonne équipe avec lui, ça peut être parfait. Si on a la compétence de le faire aussi, mais je pense que c'est vraiment l'extension type stéthoscopique d'un chirurgien avec son patient quand il a un doute et qu'il vaut vite le faire lever. Donc oui, très pertinent, et l'échographie peut apporter les réponses adaptées très rapidement. Et je préciserai quand même qu'il faut, ça peut paraître bête, mais quand on la demande, bien préciser sur l'ordonnance de faire une échographie dynamique et de demander ce qu'on cherche, parce que si on demande juste une échographie du poignet, sans précision pour une douleur ulnaire, le radiologue ne sait pas forcément qu'on va rechercher une instabilité de CU et pas forcément faire de manière spontanée les manœuvres dynamiques à la recherche de l'instabilité. Donc si on le cherche, il faut le préciser.
Alors, la luxation de l'OCU chez le tennisman, c'est quand même une lésion qui est assez classique et qui parfois a tendance quand même aussi à un peu effacer et faire oublier le fait qu'on peut avoir vraiment de vraies lésions au niveau du TFCC, mais c'est clairement une lésion qui est assez fréquente aussi chez le tennisman, donc il faut toujours y penser. Et effectivement, oui, l'échographie, on se rejoint tous là-dessus. Merci beaucoup pour votre attention et votre participation. On a été très contents d'avoir ce moment avec vous. La série de nos 3 webinaires qui s'adressent particulièrement aux médecins généralistes, aux urgentistes, médecins du sport, médecins rééducateurs, kinés, rhumatologues, etc. se continue avec un 3e webinaire sur la rhizarthrose dans tous ses états qui aura lieu dans un mois, le jeudi 21 octobre, et nous serons ravis de vous y retrouver. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée.